Mathématiques terminale S. Donc, dans l'exercice qui nous est proposé, on considère l'équation E, cos de x égale 2 tiers de x. Première question, montrer que si x est solution de E, alors x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà, c'est ce qu'on nous demande d'établir ici. Alors, tout d'abord, il faut penser que E est l'équation cos de x égale 2 tiers de x. Alors, pour montrer que x est solution de E, c'est le cas si on arrive à établir que cos de x est égal à 2 tiers de x. Donc ça, on va l'écrire déjà. Alors, si x est solution de E, alors, on doit avoir effectivement cos de x qui est égal à 2 tiers de x. Or, vous savez que le cosinus de x est encadré par moins 1 et 1 pour tout réel x. Ça, c'est une propriété qui est connue depuis la classe de première S. Donc, pour tout réel x, le cosinus de x est encadré par moins 1 et 1. Donc, puisque le cos de x est encadré par moins 1 et 1, 2 tiers de x aussi, puisque 2 tiers de x est égal à cos de x. Donc, on pourrait écrire ici que 2 tiers de x est encadré par moins 1 et 1. Alors, évidemment, ensuite, puisque ce qui nous intéresse, c'est de l'encadrement de x, on pourra ici multiplier les trois membres de cette inégalité par l'inverse de 2 tiers, donc c'est-à-dire 3 demi, qui est un nombre, je le rappelle, positif, et que multiplier les membres d'une inégalité par un même nombre positif, ça ne change pas le sens. Le sens de l'inégalité est du coup conservé. Donc, on pourra donc écrire qu'on a donc, alors, moins 1 qu'on va multiplier par 3 demi, ça fait moins 3 demi. 2 tiers de x multiplié par 3 demi, ça nous donne x. Et puis 1 multiplié par 3 demi, ça nous donne 3 demi. Et le sens est conservé. Donc, on a donc x qui est encadré par moins 3 demi et 3 demi. Par ailleurs, on sait que pi sur 2, puisque pi c'est environ 3,14, pi sur 2 c'est environ 1,57. Donc, on en déduit. Alors, puisque 3 demi c'est moins 1,5, puisque en valeur décimale ça correspond à moins 1,5, et 3 demi en valeur décimale ça correspond à 1,5. Et pi sur 2, 1,57, moins pi sur 2, moins 1,57. Or, il se trouve que moins pi sur 2, qui est égal à moins 1,57, cette valeur est inférieure. Elle est inférieure à moins 3 demi, c'est-à-dire à moins 1,5. Donc, qu'est-ce qu'on pourra écrire? On pourra écrire que on a effectivement moins pi sur 2 qui est inférieur ou égal à moins 3 demi, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3 demi, 3 demi également inférieur ou égal à pi sur 2. Donc voilà l'inégalité à laquelle on aboutit. Alors évidemment, il faut maintenant vérifier que tout concorde, parce que notez que x appartient ici bien sûr à moins pi sur 2, pi sur 2. X appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Mais voyons ce qui se passe quand x se promène dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc, parce que n'oublions pas que E est l'équation cosinus de x égale 2 tiers de x. Bon, le problème c'est que quand x se promène
quand x se promène dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, donc l'axe des cosinus, c'est l'axe horizontal, l'axe des sinus, c'est l'axe vertical, et bien qu'est-ce qu'on constate? On constate que de moins pi sur 2 à 0, on se trouve ici, et le cosinus est positif. Voilà, donc le cosinus, en fait, est positif. Il est positif de moins pi sur 2 à 0. Et le problème, c'est que sur moins pi sur 2, 0, 2 tiers de x est négatif, vous voyez bien. Donc, en gros, ça veut dire que si x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, 0, on va avoir un cos de x d'une part qui est positif et 2 tiers de x d'autre part qui est négatif. Vous voyez bien qu'on arrive à une incohérence. Et donc, vous voyez bien que x ne peut pas prendre ses valeurs dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire, c'est ce qu'on va établir. Alors, on pourra écrire ceci, de plus. Si x est compris entre moins pi sur 2 et 0, on a effectivement le cosinus de x qui est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on vient d'établir. Mais le problème, c'est que on a 2 tiers de x qui, lui, est strictement inférieur à 0. Et là, ça pose un problème. Donc, c'est clair, on ne peut donc pas avoir cos de x égale 2 tiers de x. Voilà, ça, ce n'est pas possible. Donc, pour conclure, si x est solution de E, on a x qui est forcément encadré par 0 et pi sur 2. Voilà qui termine cette première question. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors, pour répondre à la deuxième question, on nous demande de montrer que l'équation E a une solution unique alpha. Bon. Pour montrer que l'équation E a une solution unique alpha, on va devoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, simplement, pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il va falloir établir les variations de la fonction f, etc. Pour répondre à la question numéro 2, on va considérer la fonction f définie sur l'intervalle 0 pi sur 2, bien entendu, c'est-à-dire sur cet intervalle. Et alors, cette fonction s'écrira f de x égale cos de x moins 2 tiers de x. Alors, on considère la fonction f définie sur 0 pi sur 2 par f de x égale cos de x moins 2 tiers de x. Alors, je rappelle qu'on demande de montrer que l'équation E a une solution unique alpha dans R. Bon, déjà, reprenons ce que c'est que l'équation E. E est l'équation. Alors, E est l'équation cos de x égale 2 tiers de x. C'est-à-dire cos de x moins 2 tiers de x égale 0. C'est-à-dire f de x égale 0. Donc, il s'agit, quand on demande donc de montrer que l'équation E a une solution unique alpha dans R,
on demande en fait de montrer, hein, cela revient à montrer que l'équation f de x égale 0 a une solution unique alpha dans R. Alors, comment le démontrer? On va d'abord établir le tableau de variation de la fonction f. Donc, la fonction f est la somme de fonctions dérivables sur R. C'est la somme de fonctions dérivables sur 0 pi sur 2. Elle est dérivable sur 0 pi sur 2. Elle est donc continue sur 0 pi sur 2. Bon, ça, on va l'écrire. Alors, je rappelle qu'on doit établir le tableau de variation. Alors, on pourrait écrire que f est dérivable sur 0 pi sur 2. Et sa dérivée est f' de x égale... Alors, la dérivée du cosinus de x, c'est moins le sinus de x. Hein, ça, vous le savez normalement. Et la dérivée de moins 2 tiers de x, c'est moins 2 tiers. Donc, voici la fonction dérivée f' de x. Alors, il faut maintenant rechercher le signe de f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, pour tout réel x appartenant à 0 pi sur 2, on a... Alors, je rappelle que le sinus de x est toujours encadré par moins 1 et 1 pour tout réel x. Alors là, on se situe sur 0 pi sur 2, c'est-à-dire ici. Et de 0 à pi sur 2, vous le voyez bien, le sinus de x est encadré par 0 et 1, puisque toutes les valeurs du sinus sont ici. Alors, elles sont toutes ici, entre 0 et 1. On est bien d'accord? Voilà. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'encadrer l'opposé du sinus, hein, puisque dans la fonction dérivée, c'est moins sinus de x que nous avons. Donc, pour encadrer l'opposé du sinus, on peut par exemple multiplier tous les membres de cette inégalité par moins 1. Multiplier tous les membres d'une inégalité par un même nombre négatif change le sens. 0 fois moins 1, 0. Là, on a moins sinus de x, et ici, on a moins 1. Donc, très clairement, ça revient à écrire que moins 1 est inférieur au sinus de x, qui est inférieur à moins le sinus de x, pardon, qui est inférieur ou égal à 0. Donc, on a bien moins le sinus de x qui est inférieur ou égal à 0. Hein. Moins le sinus de x est inférieur ou égal à 0. Donc, on pourrait écrire ici que pour tout réel x de l'intervalle 0 pi sur 2, on a effectivement moins le sinus de x qui est négatif. Donc, le sinus de x, moins l'opposé du sinus de x étant négatif, puisqu'on lui enlève 2 tiers, hein, puisqu'on enlève 2 tiers à l'opposé du sinus de x, hein, pour f' de x, il apparaît donc clairement que moins le sinus de x, moins 2 tiers, bah, c'est strictement négatif, on est bien d'accord. Donc, on a bien la dérivée f' de x qui est strictement négative. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Bah, on peut conclure que la fonction f est strictement décroissante, hein, et que la fonction f est continue et strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Donc ça, on va l'écrire. F est donc continue et strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Alors, évidemment, le tableau de variation que l'on va établir se présente comme suit. On se promène sur l'intervalle 0 pi sur 2.
On a établi que f' de x est strictement négatif, que les variations de f sont des variations strictement décroissantes. Alors, f' de x est égal à moins sinus de x moins 2 tiers. Moins 2 tiers, hein, c'est ce qu'on avait établi. Donc, on peut calculer f de 0, l'image de 0 par f. On calculera également l'image de pi sur 2 par f. Alors, l'image de 0 par f, alors on a pour l'image de 0 par f, cos de 0 moins 0, hein, c'est égal à 1. On peut afficher 1 ici. Et l'image de pi sur 2 par f, on a cos de pi sur 2 moins 2 tiers de pi sur 2. C'est égal à 0 moins pi sur 3. Hein, je rappelle que le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Donc du coup, ça nous fait moins 2 tiers fois pi sur 2. Et donc tout ceci, puisque les deux, on peut s'en débarrasser, ça nous fait donc moins pi sur 3. Et donc, f de pi sur 2 est égal à moins pi sur 3. Donc voici notre tableau de variation. Alors, puisqu'on doit démontrer que l'équation f de x égale 0 a une solution unique dans R, on va déjà établir que cette équation a une solution unique dans 0 pi sur 2. Donc, 0 appartient à l'intervalle moins pi sur 3, 1. Hein, c'est bien ce qu'on voit à la lecture du tableau de variation. Et il se trouve que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle 0 pi sur 2. Alors ça, on va l'écrire, hein, puisque c'est important. On a déjà écrit que la fonction f est continue et strictement décroissante sur 0 pi sur 2. On pourra rajouter que 0, d'après le tableau de variation, d'après les variations de f, on pourra rajouter que 0 appartient effectivement à l'intervalle moins pi sur 3, 1. D'accord ? 0 appartient à l'intervalle moins pi sur 3, 1, lequel intervalle correspond à l'intervalle f de pi sur 2, f de 0. Hein. Donc l'intervalle moins pi sur 3, 1, c'est l'intervalle f de pi sur 2, f de 0. Donc, puisque 0 appartient à cet intervalle, bah, on en déduit. Hein, le théorème des valeurs intermédiaires, du coup, permet d'en déduire. Le théorème des valeurs intermédiaires permet d'en déduire que l'équation f de x égale 0 a une solution unique alpha. A une solution unique alpha dans l'intervalle 0 pi sur 2. Voilà. Et rappelez-vous que on avait pu établir à la première question que l'équation E ne peut pas avoir de solution en dehors de l'intervalle 0 pi sur 2. C'est ce qu'on avait établi. Alors, où est-ce qu'on avait établi ça? Voilà, on avait établi ça ici. On avait établi que si x appartient à moins pi sur 2, 0, on a cos de x qui est positif et 2 tiers de x qui est négatif. On arrivait à une contradiction.
Donc, on avait donc établi qu'on ne pouvait pas avoir cos de x égale 2 tiers de x. Autrement dit, on ne peut pas avoir f de x égale 0. Donc, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution en dehors de l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, on pourra conclure en écrivant ceci. D'après la question 1, l'équation E ne peut pas avoir de solution en dehors de l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, on conclut que puisque l'équation f de x égale 0 ne peut avoir de solution en dehors de l'intervalle 0 pi sur 2, eh bien, cette équation a une solution unique dans R. Donc, l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire l'équation E, a une solution unique alpha dans R. Voilà. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer une valeur approchée de alpha à 10-2 près par défaut. Donc on veut 2 décimales pour cette valeur approchée de alpha. Donc, en utilisant la fonction f et par balayage sur l'intervalle 0 pi sur 2, d'accord, on obtient les deux tableurs suivants. Donc ça on peut l'écrire. Donc alors on va l'écrire en utilisant la fonction f et par balayage de l'intervalle 0 pi sur 2, on obtient les deux tableurs ci-dessus. Vous pouvez constater que d'après le tableur, alpha est encadré par 0,9 et 1. Pourquoi? Parce que c'est ici, entre ces deux valeurs, moins 0,126 et 0,0216, que on passe par 0. Puisque je rappelle que notre équation, c'est l'équation f de x égale 0 et qu'il faudrait que y1 passe par 0. Or, 0 est traversé entre ces deux valeurs, entre cette valeur qui est négative et cette valeur qui est positive. Donc forcément, à 10-1 près par défaut, alpha est encadré par 0,9 et 0,1. Donc si on voulait un encadrement de alpha à 10-1 près par défaut, on aurait alpha encadré par 0,9 et 1. Mais on nous demande un encadrement de alpha à 10-2 près par défaut. À ce moment-là, il faudrait qu'on fasse un deuxième balayage, parce qu'on est bien d'accord qu'ici c'est un premier balayage. Et ici, on a le deuxième balayage. Donc, il faudrait qu'on fasse un deuxième balayage, cette fois-ci, entre 0,9 et 1. Voilà. Donc, on voit bien qu'on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à 1, puisque quand on balaye jusqu'à 0,92, donc de 0,91 à 0,92, on voit bien que pour x égale 0,91, f de x est strictement positif, bien entendu. Cette e moins 3 signifie 7 fois 10 puissance moins 3, donc c'est un nombre strictement positif. Et
moins 7 fois 10 puissance moins 3, qui est un nombre strictement négatif. Donc, évidemment, entre ces deux nombres, on passe par 0. Et donc, du coup, à 10 moins 2 près, on constate que alpha est encadré par deux valeurs, donc 0,91 et 0,92. Donc voilà ce que nous apporte le tableur ici. Voilà, bon, ben, j'espère que cet exercice est bien compris. Alors, on peut quand même faire une petite conclusion, puisque la question nous a été posée de déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins 2 près par défaut. On peut donc dire qu'on en déduit que alpha est environ égal à 0,91 à 10 moins 2 près par défaut. Je rappelle que si on nous avait demandé de déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins 3 près, on aurait fait un troisième balayage. À 10 moins 4 près, on aurait fait un quatrième balayage, etc. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Retrouvez tous les autres exercices qui traitent du théorème des valeurs intermédiaires sur ma chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt.